Ah, c'est parti. Donc Patrick Coste, on va passer à la deuxième partie sur l'autorité à l'école. Donc la première partie, elle était conceptuelle. C'est la conceptualisation. La deuxième partie, ça va être les réponses un peu plus concrètes. Donc je vous laisse la main. Oui, donc merci Omar, bonjour à tout le monde. Donc oui, je reconnais hein, que l'émission précédente était exprimée avec une densité sur le plan conceptuel qui peut dérouter, hein, voire même euh, être, on peut être récalcitrant hein, à un type d'analyse parce que c'est quand même intellectuellement très travaillé. Bon, donc là, je vais juste pour remettre les choses en place, faire rapidement une synthèse pour qu'on reparte d'un nouveau pied sur cette question-là. Donc, la problématique est celle de la question posée par Omar était d'où vient la baisse de niveau? Et donc, plutôt que de l'expliquer par des motifs qui seraient des motifs internes à l'institution ou aux missions des enseignants, je faisais une analyse qui était une analyse des conditions de possibilité même de la transmission qui seraient détruites par un contexte général, hein, un contexte d'ensemble dans lequel se développeraient les enfants et les adolescents qui porteraient atteinte à ces conditions de possibilité. On suppose, et on va établir des comparaisons, on suppose que apprendre, c'est un état naturel, hein, qu'à partir du moment où il y a une enfance, il y a une éducation, il y a des sortes de rapports universels qui s'articuleraient entre cette nature et l'éducation. Ça n'est pas vrai. L'éducation, c'est une formation culturelle, hein, et on peut se retrouver dans des situations qui sont très favorables à la transmission, et on peut se retrouver dans des situations et des contextes qui sont défavorables, voire qui détruisent ces conditions de possibilité de la transmission. J'établis une comparaison, si vous voulez. On voit bien qu'on est sur des modes économiques qui détruisent les conditions naturelles. Hein, on ne le sait que trop en ce moment. Eh bien, il faut se dire que si vous voulez, on peut se retrouver dans une situation où on détruit effectivement c'est ce que l'on supposait être des conditions naturelles de la transmission, et c'est ce que j'expliquais l'autre fois. Alors, ça implique évidemment que l'on se déplace par rapport à des explications euh, pratico-pratiques, très concrètes, par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ce que l'on ne fait pas. On est vraiment dans une dimension d'analyse quasi philosophique de ce phénomène. Et si on n'accepte pas de ce déplacement de l'analyse, ben, il faut s'orienter vers d'autres commentateurs que ce que je peux faire. Mais quant à moi, c'est dans cette direction que, si vous voulez, j'ai porté mon analyse. Alors, baisse du niveau liée, alors pour être efficace, j'ai pris une voie qui était celle de la crise de l'autorité. S'il y a crise de l'autorité au cœur de la transmission, il y a en particulier deux, euh, deux relations dans la transmission qui sont perdues par la crise de l'autorité. La première relation, c'est la relation au professeur. C'est-à-dire, s'il n'y a pas autorité, il n'y a pas élévation vers le haut par le professeur. Pour le dire dans d'autres termes, il n'y a pas de transfert de soi à ce grand autre que peut représenter le professeur. Donc, il y a une destruction de ce rapport-là avec la crise de l'autorité. Et puis, le deuxième type de relation qui est susceptible d'être détruit, c'est carrément la relation au savoir, dont la médiation par le professeur est une condition nécessaire. Mais en même temps, le rapport au savoir, c'est pour un enfant qui grandit une façon de sublimer, de s'élever vers plus grand que lui, dans une dimension qu'il ne possède pas. Donc ça implique de sa part de sortir de lui-même vers autre chose, vers plus grand. Bon. Et s'il y a donc crise d'autorité, il y a également atteinte de ce rapport au savoir, hein. Alors pour revenir concrètement dans les classes, pour donner des images de cette crise d'autorité, on sait très bien qu'il y règne une indiscipline. Par exemple, c'est très concret, mais
une des plaies, une des pollutions des classes aujourd'hui, c'est par exemple le bavardage. Sans parler de bagarres ou d'insultes qui seraient proférées, d'incivilité. Il peut y avoir une sorte d'incivilité chronique qui crée une sorte de brouhaha dans la classe qui empêche véritablement la transmission de passer. Et ça relève de la crise de l'autorité. Euh, et puis vous pouvez avoir dans la relation au savoir, eh bien, des élèves qui sont dans une sorte de passivité, d'attentisme, d'agitation cognitive, qui font que ce rapport au savoir, pour eux, ne fait plus autorité, a perdu son importance. Et donc, on peut développer toutes les méthodes pédagogiques que l'on veut, on peut augmenter le niveau de formation des professeurs, on peut créer des conditions de la discipline au sein de l'établissement qui sont renforcées. Si vous voulez, si vraiment ces relations, ces liens essentiels sont atteints, il y a de toute façon quelque chose de la transmission qui est atteinte et donc qui peut être une explication qui répond à votre question, qui est la baisse du niveau. Alors, maintenant, cette crise de l'autorité, de quoi elle est faite? Pour aller très très vite et pour pas revenir sur l'argumentation, les téléspectateurs peuvent s'y reporter s'ils veulent rentrer dans l'épaisseur de l'analyse. Mais la dissymétrie qu'il doit y avoir entre un enfant et un adulte, et un élève et un professeur, bien cette dissymétrie, si elle est comblée par une, euh, une proposition qui est faite de répondre à toutes les satisfactions de l'enfant par, une logique de consommation dans laquelle on est prise dans le monde économique dans lequel on est. On contribue les adultes à ce que la finalité de l'enfance soit seulement l'épanouissement, mais un épanouissement qui va être lié à cette sorte de consommation et de jouissance permanente. Et donc à ce moment-là, si on est dans ce rapport de plus que ce que j'ai appelé le plus que jouir, par des objets en toc, hein, qui sont offerts, qui sont proposés aux enfants, mais il y a une perte de la symbolisation, de la dissymétrie, hein, parce que on est dans une sorte d'instantanéité, de rapport à soi, qui fait que la distance entre soi et le grand autre que représente l'adulte et le professeur se perdent dans cette logique-là. Alors pour le dire simplement, on appelle ça la logique de la consommation, mais c'est plus profond que ça. Ça, c'est encore un petit peu descriptif de dire ils sont gâtés, sous le sapin de Noël, il y a plein de cadeaux, et donc ça ne veut plus rien dire, c'est absurde. Et donc il n'y a plus de frustration, on cultive plus l'ennui. Certes, hein, ce sont des connotations comme ça qui sont liées à ce monde de la consommation, mais ça va plus loin, parce qu'en fait, la logique économique dans laquelle on est a pour orientation de véritablement capter le désir et la jouissance des enfants. Alors ça se retrouve évidemment dans les outils numériques, mais ça se retrouve dans les divertissements, et puis ça se retrouve même dans les chiffres de la consommation. 60% de la demande des enfants exprimée à les parents est satisfaite, hein. Donc on voit bien que si vous voulez, il y a une sorte de mouvement euh, perpétuel comme ça, de la demande de l'enfant par rapport à la satisfaction qu'on peut lui donner. Et c'est, à mon avis, quelque chose qui vient colmater, en quelque sorte, le folklore, on dit dans les termes de la psychanalyse, c'est-à-dire quelque part replier sur soi la dimension du désir en tant qu'il est formé par un état de manque et par un interdit. Bon, je n'y reviens pas, c'est expliqué dans l'émission précédente. Alors, si le diagnostic, c'est celle de la crise de l'autorité, la question, c'est de se demander, en responsable, hein, responsable, alors pour le coup, pratique, fonctionnel, vis-à-vis de cette question-là, vis-à-vis de ce diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire?
qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la crise de l'autorité et par rapport, ni plus ni moins, à la destruction du rapport d'autorité dans le monde dans lequel nous sommes et qui atteint la possibilité de la transmission elle-même, hein, ce que l'on supposait être un état naturel. Alors pour cela, je crois qu'il faut revenir presque, on est obligé pour s'en sortir, puisqu'il y a destruction, de quasiment euh, créer des conditions, trouver des solutions qui sont quasiment thérapeutiques, réparatrices, plutôt que thérapeutiques, par rapport à ces phénomènes de destruction. Alors comment ça peut être réparateur? Pour le développer, il faut faire comme une sorte de pas en arrière par rapport à ce qu'on suppose être un état installé, des rapports d'autorité. Il faut vraiment revenir à une sorte d'analyse archaïque du rapport d'autorité. Et dans ce rapport archaïque, il faut se dire qu'il n'y a pas d'autorité sans force, tout comme il n'y a pas de droit sans force. L'application du droit s'exerce avec une force. Ça n'est pas simplement qu'un rapport formel. Alors là, il y a des gens qui vont hurler, parce que réintroduire la force dans le rapport d'autorité, c'est contradictoire quasiment avec la définition classique qui dit qu'il n'y a autorité que quand on est sorti du rapport de force entre un dominant et un dominé et qu'il y a reconnaissance de l'autorité. C'est à ce titre qu'elle se définit comme étant autorité. Sinon, c'est ni plus ni moins qu'un rapport de domination et d'obéissance. Je crois qu'il faut se sortir de cette définition classique, hein, parce qu'on est en situation de destruction, et il faut revenir à des définitions plus archaïques, c'est-à-dire la force. Alors pour l'expliquer, si vous voulez, je vais établir une sorte de métaphore, de comparaison qui va permettre de donner une illustration, et cette illustration va nous permettre ensuite de dégager les notions et les concepts pour essayer de comprendre. La, la métaphore que je propose, c'est ni plus ni moins celle d'un un sport de combat qui est l'escrime. Vous avez un maître d'armes, si vous voulez, et puis un apprenti escrimeur. Et donc, l'enfant arrive avec son corps, hein, avec sa psychomotricité, en quelque sorte, pour tenir un fleuret. Et donc, le maître d'armes, d'abord lui demande de trouver une posture de mise en garde, de se mettre en garde. Et ensuite, il va le provoquer avec un certain nombre de touches. Et donc, dans ce rapport de force, de l'attaque et de la défense, de par les rapports de corps et le rapport de présence de corps, l'enfant va devoir se défendre. Et ça, c'est vrai pour la défense, mais c'est vrai aussi pour l'attaque, c'est-à-dire que pour gagner finalement ce rapport de force, il faut que l'enfant apprenne un certain nombre de feintes, et c'est le travail du maître de lui apprendre finalement toutes ces figures qui vont lui permettre de développer le rapport. Alors, ce qui est important là, c'est que on a une relation d'autorité qui n'est pas une relation pour autant de domination, puisque l'intention de ce rapport de force, c'est une relation généreuse de maître à l'élève, donc qui est dans une volonté d'élever l'un par rapport à l'autre. Il ne s'agit pas d'écraser une force par une autre, et de se servir de la force, de la puissance de l'élève pour, d'une certaine façon, la déployer grâce à la rencontre qu'il peut avoir avec la force du maître d'armes. Ce qui est important là, c'est que on voit dans cette définition archaïque de l'autorité dans le rapport de force, dans la présence des forces, la dimension nécessaire du corps, de la présence du corps, de la proximité, presque de l'ordre du contact des forces,
Or, ce qui se passe, et alors voyons comment ça peut se passer dans une relation d'enseignement, par exemple avec l'apprentissage de la langue. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un enfant arrive avec un certain nombre d'associations linguistiques qu'il a comme une sorte de réservoir de la langue qu'il a déjà apprise dans la petite enfance et dans l'enfance. Et donc, il est confronté dans une interactivité avec un enseignant qui le sollicite, que le provoque dans ce langage, et donc l'amène, le conduit à développer des puissances langagières supplémentaires dans cette relation qu'il peut avoir avec l'enseignant. Et ce n'est que s'il y a finalement cette présence, cette interactivité, cette proximité dans la relation, qu'il peut y avoir un rapport d'autorité. Alors, ça me conduit à cette explication suivante, c'est qu'on ne peut retrouver une autorité que si on retrouve un cadre et des conditions d'enseignement où la présence des corps dans une certaine proximité établit ce rapport de force qui permet de reconquérir une relation d'autorité. Maintenant, développons-le dans les classes telles que ça se passe. Si vous voulez, on était dans des situations de groupes classes on va dire, de 25 à 37 également, à ce moment dans les socles communs du lycée. Et donc, pour que ça fonctionne avec des groupes de cette taille-là, il faut qu'il y ait chez les élèves, dans le public des élèves, un transfert sur l'autorité, un respect de l'autorité et un respect du savoir a priori qui tiennent à des formations de ces relations de respect, qui tiennent à des époques, qui tiennent à des relations au sein de la famille, qui n'existent plus. Et donc, ces contextes qui existaient, qui tenaient grâce à ces formes de respect, à partir du moment où l'époque les a détruites, il faut s'y prendre autrement. Donc, pour retrouver des conditions d'interactivité, de relations de corps, de relations de force et de proximité, mais la première des dimensions sur lesquelles il faut évoluer, c'est la réduction des effectifs dans les classes. Je fais l'hypothèse que, pour être très concret, dans le premier degré, à l'heure actuelle, pour progresser vis-à-vis de cette crise de l'autorité et pour regagner des parts d'autorité dans la relation de transmission, il faudrait que les effectifs soient autour de 15. Peut-être moins, enfin, compte tenu, on va dire, des considérations réalistes, on ne peut pas dire à moins de 15. Bon. Auquel cas, à ce moment-là, la présence de corps de l'enseignant permet de reconstituer ce rapport de force que j'ai expliqué dans la relation que vous pouviez avoir entre l'escrimeur et son maître d'armes. Donc il faut revenir à cette relation archaïque du rapport de force pour comprendre la nécessité qu'il y a d'être dans un intervalle entre l'élève et le professeur, qui est un intervalle de proximité et de présence de corps. Alors ensuite, ce qui se passe, et qui permet à l'autorité de mûrir en quelque sorte, et l'enfant de mûrir dans son rapport à l'autorité, c'est qu'à partir du moment où l'enfant se voit dans ce rapport d'autorité vivre une évolution et un progrès grâce à l'intervention de l'enseignant, il y a une sorte d'effet de cristallisation, en quelque sorte, de la relation sous la forme d'une reconnaissance du rapport qui s'établit. Mais ça nécessite ce travail de réparation, de reconquête, compte tenu des effets de destruction dans lesquels nous nous trouvons par rapport à un type de relation économique qui place les enfants dans un plus de jouir, dans une jouissance qui a détruit la relation de dissymétrie.
Mais pédagogiquement, ça implique également, avant que j'en vienne aux questions de relation au savoir, une une autre ligne de résolution qui m'est inspirée par un psychologue, pédagogue euh, soviétique des années 30, hein, qui s'appelait Vygotsky, et qu'il expliquait avec le concept de zone proximale de développement, hein, qui se dit en abrégé ZPD. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit finalement entre un professeur et un élève, de l'intervalle du possible, qui peut être médié, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'enfant arrive avec un langage, qui est le langage de ses origines sociales, de son parcours, et qui aujourd'hui peut être d'ailleurs un parcours qui ne peut pas se définir simplement par les classes sociales, parce que les enfants sont dans des bains euh, de, 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 de rapport aux expressions qui sont multiples. Donc c'est beaucoup moins déterminé par le phénomène de la classe sociale, mais quoi qu'il en soit, il arrive avec ce que je vais appeler son langage quotidien. Et il se trouve que nous sommes dans une situation où ces langages quotidiens se sont multipliés, parce que les trajectoires se sont singularisées dans les histoires des individus que peuvent être les enfants, par leur famille, par ce qu'ils y vivent, etc. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans des groupes que j'appelle des groupes de singularité désassortis. C'est-à-dire que chaque enfant, aujourd'hui, est un cas. Chaque élève est un cas. C'est pas simplement un individu, c'est plus qu'un individu. Parce qu'un individu, c'est avec une arithmétique, on additionne les individus, ça fait un groupe. Mais les singularités, ce sont à chaque fois des différences des uns par rapport aux autres. C'est pourquoi nous sommes dans une dimension de déploiement de l'hétérogénéité, qui évidemment ne se règle pas avec les classes de niveau. C'est beaucoup plus complexe que ça. La situation de ce que un sociologue appelle l'enfant pluriel. Donc ça signifie que, en fait, chaque élève qui a développé cette singularité, ça place l'enseignant dans un intervalle qui doit prendre la mesure de cette singularité. D'où la nécessité des intervalles de proximité. Plus vous rajoutez des intervalles de singularité dans un groupe, plus l'enseignant, il doit devenir un hydre à 1000 têtes, ce qui n'est pas possible. Donc il y a une nécessité de simplifier la complexité sur ce multiple de singularités. Alors reportons-nous dans une autre époque. Un groupe, si vous voulez, de petits paysans dans la campagne sous la Troisième République, ils avaient une éducation qui était une éducation qui comportait un dénominateur commun. Il y avait un socle d'ensemble en quelque sorte. Ce qui fait que l'enseignant était susceptible de s'adresser à des groupes qui avaient des formes communes. Et puis le savoir lui-même représentait quelque chose de quasiment sacré. Donc il y avait des unités dans, si vous voulez, la définition du groupe classe et de l'enseignement dans cette tradition-là. Or là, nous sommes dans un monde des singularités au niveau des enfants, qui sont dans des bains de langage et des multiplicités de signes, si vous voulez, qui sont très différentes d'une famille à l'autre, hein. Et nous sommes également dans un rapport au savoir où la culture commune est littéralement éclatée par quantité de sources de transmission possibles par les médias, hein, mais des médias qui ont évolué, hein, de la télévision jusqu'au numérique. Et donc, par conséquent, l'enseignant, comme support du savoir, est dans une sorte de situation de concurrence tous azimuts, qui fait que les unités, y compris du côté du savoir, par rapport à ce que ça représente vis-à-vis d'un enfant,
se sont éclatés. Patrick Coste, juste pour rebondir un peu là-dessus, c'est-à-dire que souvent les parents et ceux qui sont pas dans l'école expliquent en fait le, le fait qu'autrefois, dans les années 60, les enseignants pouvaient faire cours dans des classes de 40 élèves sans qu'il y ait un bruit. Ils l'expliquent par la terreur que les enseignants de l'époque imposaient ou suscitaient chez les élèves. Et donc souvent, ce qui se dit, c'est qu'il faudrait bannir l'autorité. Vous voyez, sur un peu, sur le mode un peu rousseauiste, Oui. c'est-à-dire que l'autorité, ça ne sert à rien, il faudrait la bannir. Donc là-dessus, vous voyez, c'est-à-dire que je pense que c'est quand même un discours qui est pas mal diffus dans la société. C'est-à-dire que l'autorité, il faudrait la Mais bannir. ce qui est en train de se passer, hein, j'aurais envie de dire que c'est la représentation la plus répandue aujourd'hui, celle qui fait le plus de consensus sur la question de l'autorité, c'est que comme on n'y arrive pas, avec ce désordre-là que je viens d'expliquer, de l'hétérogénéité grandissante, de l'indiscipline, de la crise d'autorité, etc., on est dans un état de désordre de transmission. Donc, les gens ont une représentation de l'autorité selon lequel ce serait un rapport de force, mais ce serait un rapport de force qui devrait gagner la partie sur le désordre des enfants. Et donc, ni plus ni moins que de revenir à un rapport de force qui soit un rapport de force de domination par rapport à des dominés. Et si on ne reconquiert pas ce rapport-là par la domination, eh bien, de toute façon, le désordre va revenir. Alors moi, je crois que d'abord, l'autorité, c'est pas ça. Comme je l'ai indiqué, il n'y a d'autorité pas simplement dans un rapport d'obéissance, mais dans un rapport de reconnaissance. C'est pas simplement un bras de fer, l'autorité. Mais non seulement ça, mais si vous avez une évolution de l'enfance et de l'adolescence, donc des subjectivités, qui est dans cette fragmentation que j'ai expliquée, et que vous mettez un couvercle de plomb là-dessus, quel est le résultat? Eh bien, vous développez euh, un nombre considérable d'inhibitions, de, de, de frustration, si vous voulez, de développement, parce que finalement, ces singularités, ces multiplicités dans lesquelles ils se sont développés sont barrées, mais ne se développent pas. Et donc, vous avez aujourd'hui des problèmes de santé mentale. Croyez bien que si on développe une politique éducative où on fait de l'autorité un couvercle de plomb, on ne fera jamais que augmenter les problèmes de santé mentale compte tenu du contexte global. Donc ça signifie que la notion d'autorité, c'est ça qui est difficile à comprendre. Il ne suffit pas de l'employer avec les anciennes recettes qui correspondaient à des époques et qui évidemment avaient leur raison d'être. Il ne s'agit pas d'objecter ce qui se faisait autrefois par rapport à aujourd'hui. Sauf qu'il y a un déplacement des notions, hein. Ce n'est pas un état naturel, ça évolue en fonction des contextes dans lesquels nous nous trouvons, hein. Il y a une histoire finalement des positions d'autorité, et c'est ça qu'il convient de comprendre. Et donc, pour ma part, je suis effectivement pas dans une définition qui va être celle qui est la plus courte, qui est en train que sont en train de se donner beaucoup de gens et qui fait qui est une réponse presque majoritaire. Donc, je développe par rapport à ça un contre-pied qui est de considérer que oui, il faut de l'autorité, mais il faut de l'autorité qui soit construite à partir du monde dans lequel on est, où on a affaire à des enfants qui sont venus, qui sont devenus, de par le monde qu'on a créé, des singularités, et donc il faut adapter cette autorité à ces rapports de singularité. Et donc, inévitablement, alors donc, j'ai fait état de la nécessité de la proximité du corps et de la force dans un premier temps, et là, dans un deuxième temps, je vous explique que comme on a affaire à une singularité, et un enseignant, et qu'on a perdu des formes uniques de la culture et du groupe des enfants, pour que l'enseignant puisse intervenir sur cette hétérogénéité, il faut qu'il soit en capacité d'intervenir sur l'intervalle possible. Et pour intervenir sur l'intervalle possible, et je reviens sur l'argument antérieur, il faut que réduire les effectifs, simplifier cette complexité, parce que sinon, il ne peut pas rentrer dans la singularité de l'enfant, l'enseignant,
il ne peut pas la comprendre, il lui reste l'extérieur. Or, il faut que dans une certaine mesure, la médiation qu'il puisse développer, elle soit intermédiaire entre ce que peut l'enfant et ce que lui peut apporter en plus. Voilà. Donc, à la crise de l'autorité, et en synthèse, voilà les mots que je pourrais donner. Force, force qui devient avec du temps reconnaissance de l'autorité, proximité, réduction des effectifs, singularité des enfants, développement d'une hétérogénéité complètement éclatée, nécessité de travailler dans des intervalles beaucoup plus rapprochés et donc par conséquent réduire les effectifs. Voilà donc entre la crise de l'autorité et les réponses que je peux apporter, ce que je peux vous dire. Alors, j'avais annoncé ensuite qu'il y avait une autre ligne de développement, présence, force, intervalle, une troisième ligne d'intervalle qui est le savoir. Alors là aussi, la formulation que je vais en faire peut contrarier un certain consensus, en particulier des gens qui soutiennent qu'il y a une culture académique qui est un passage obligé, ce qu'il faut savoir, ce que l'on doit savoir, qui donc est défini par un savoir constitué. Et donc, chez ces adeptes de cet académisme, ben, vous avez une théorie de l'autorité où on retrouve des conditions de domination, plus un rapport au savoir, qui met l'enfant en situation finalement de dette par rapport à un savoir où il doit savoir, hein, qui est un savoir académique. Et dans une certaine mesure, il faut bien se dire que les programmes sont fabriqués comme ça, comme des savoirs académiques. Je pourrais donner des exemples hein, en rentrant dans les contenus des programmes pour l'illustrer, mais c'est peut-être que ça nous prendrait trop de temps. Or, ce qui est important, c'est que s'il y a une hétérogénéité, comme je l'ai expliqué, des accès, il faut accepter que le savoir n'est pas un savoir académique unique, celui du maître ou de l'élite, mais qu'il y a des approches différenciées du savoir. Alors, Patrick, si vous le voulez bien, on va faire une petite pause et puis on va reprendre. C'est parti. Voilà, donc il est important également dans la construction des savoirs qu'on sorte d'une vision qui est une vision du tu dois savoir, un certain nombre euh, d'une culture académique finalement, qui fait qu'en quelque sorte on fait l'hypothèse que ces singularités, des assorties, ces trajectoires multiples dans des bains de signes, des bains de langage par lesquels elles sont passées, vont finalement rentrer par une sorte de saut dans ces savoirs constitués. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont eu des parcours, on va dire, de réussite, qui carrément ne comprennent pas qu'il y a un certain nombre d'élèves qui ne peuvent pas avoir ce rapport au savoir, qui ne peuvent pas faire ce saut. Et donc, par conséquent, quand on soutient que c'est par une sorte d'exigence sur le savoir qu'on va tirer vers le haut, c'est ne pas comprendre qu'il y a un certain nombre d'enfants et d'adolescents qui ne pourront pas faire le saut. Et là, il y a une vision qui est un mauvais découpage par rapport à cette question du savoir. Ces gens, en quelque sorte, ils ont en tête la question de la culture et de l'éducation quasiment sous la forme de la pyramide. Donc, comme si la base, de toute façon, de cette pyramide avait pour horizon, quel qu'il soit, la pointe de la pyramide qui était en haut.
Et donc, ils ont même une vision euh, qui correspondrait à plus la base attirée vers le haut, plus la pointe de la pyramide pourra être élevée et on aura une élite qui nous permettra d'être compétitive dans la concurrence mondiale. Je crois que cette vision de la culture par la figure de la pyramide est un mauvais découpage. Pourquoi? Parce que entre la base et cette visée, c'est une projection des parcours de réussite et de ceux qui, d'une certaine façon, incarnent la pointe de la pyramide. Il y a des êtres, il y a des situations qui ne peuvent pas être dans ce rapport-là. Donc ça implique de considérer que finalement, dans le savoir, il y a ce qu'on pourrait appeler comme des couches géologiques, des stratifications, si vous voulez, et que ces stratifications, il faut savoir les respecter. Alors c'est un sujet euh, très complexe sur le plan politique. Et je vais, d'une certaine façon, euh, rentrer dans des paradoxes de la politique et qui, à mon avis, occasionnent des faux débats sur cette question-là. Sur les gens de droite en général, cette figure de la pyramide, ils la définissent avec une conception dans ses fondements qui est une conception morale selon laquelle si l'on mérite, si on a fait les efforts, si on a fait le travail, on est susceptible de atteindre, de s'élever dans la pyramide. Donc entre la figure de l'élite et le mérite, il va y avoir une sorte de- d'association des notions qui vont définir la conception qui est la leur. Et là, on va avoir finalement, on pourrait presque dire, l'imaginaire de droite sur la question éducative. L'égalité des chances, c'est donner à tout le monde la même offre de, d'enseignement. Et ce qui fait la différence vers le haut, c'est le mérite. Et donc, à partir de là, ça justifie que certains n'aient pas profité de l'égalité des chances et donc ne se soient pas élevés sur le haut de la pyramide. Voilà, en gros, l'imaginaire, si vous voulez, qui se retrouve à droite. Et on a la pyramide. Et ça légitime l'existence des élites. Et ça justifie, non seulement ça justifie l'existence des élites par le mérite, et donc les différences, et les différences de situation sociale, hein, par le diplôme, qui est la nouvelle bourgeoisie, en quelque sorte. Mais non seulement ça, mais ça veut dire pour celui qui a échoué que s'il a échoué, c'est Oui, de sa faute c'est qu'il le mérite. parce qu'il n'a pas fait le travail suffisant pour s'élever dans la pyramide. Et donc, il lui revient toute la culpabilité, finalement, de ce rapport de domination du savoir par le mérite. Donc, c'est véritablement une construction sociétale qui a sa consistance, qui tient. Les C'est autres darwinien. ils se mettent dans un rapport de servilité par rapport à leur trajectoire, et les autres se distinguent compte tenu qu'ils auraient été méritants. Je dis au passage hein, qu'il y a quelque chose qui ne tient absolument pas dans ce raisonnement, c'est que sur la table de jeu de l'égalité des chances où on a distribué les cartes de la belote, on n'a pas distribué les mêmes atouts au départ. Donc la notion d'égalité de chance, c'est une notion formelle, mais qui d'une certaine façon est vide de sens. Si on la remplit des conditions réelles, la notion de chance, on se rend compte qu'en fait, il y a de telles différences sur la ligne de départ que on a un beau jeu hypocrite de dire que tout le monde a les mêmes chances. C'est faux. Oui, il y Et a des on élèves a, qui ont chez eux des parents qui parlent un langage un peu plus châtié que d'autres. Il y a des élèves qui ont des livres à la maison, etc., etc. dans l'enfant pluriel là, de ce sociologue que je citais, si vous voulez, vous êtes en famille, il y en a certains, vous avez un enfant de 1 an et demi, vous lui lisez des contes le soir.
autour de la table, vous développez des ironies et de l'humour, ce qui indique que le langage est employé avec des seconds degrés, avec des connecteurs logiques, etc. Et évidemment que ce sont des ressources cognitives qui sont formidables. L'intelligence se fabrique avec ça. Et de l'autre côté, vous avez des familles où le loisir du samedi après-midi, ça va être d'aller euh, au supermarché du coin et où on va discuter des différences de prix entre les produits que l'on va acheter. Ça va pas du tout être le même, euh, la même formation culturelle que vous allez avoir à la base. Je ne parle pas des situations qui sont des situations sinistrées sur le plan familial. Et évidemment, vous avez une multiplication finalement des déficits, plus vous vous retrouvez dans des situations de pauvreté et de marginalisation. Donc vous voyez bien que la notion d'égalité des chances, à partir du moment où on la situe dans ces contextes-là, c'est évidemment pas la même. Il ne Et faut pas l'école, jouer elle peut les pas hypocrites. compenser. C'est-à-dire ce qui n'a pas été fait. Alors, donc, l'école, l'école, évidemment, si sa fonction, c'est d'essayer de donner l'égalité des chances, elle doit effectivement se mettre en situation de réguler cette différence de distribution des atouts au départ. Et je voudrais revenir, parce que je ne voudrais pas me perdre, j'avais indiqué que je présenterais aussi la figure de la pyramide du côté de la gauche, qui est aussi une formation de pensée qui, qui a été finalement en parallèle de, euh, de la formation de droite que je viens d'expliquer, et parce que vous avez les deux groupes qui sont sur cette conception-là, explique que, un système scolaire s'est aussi développé selon un certain imaginaire, une certaine figure, où d'une certaine façon, les deux parties se sont rencontrées. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de la gauche? Mais on pense aussi à la pyramide, et on a dans l'idée que si on donne les moyens à cette base, les moyens à cette base, le, 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 le Alors, Amica, projet, vous avez le soleil sur le visage. Je sais pas si ah, vous le. Oui. le projet progressiste consiste à élever le maximum de personnes, si vous voulez, vers le haut de la pyramide, de les faire changer de situation sociale d'ailleurs, grâce à l'émancipation par l'école. Et d'ailleurs, il fut une époque où cet ascenseur social a fonctionné, sauf qu'il ne fonctionne absolument pas. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, cette pyramide progressiste ne fonctionne pas. Alors, le discours de la gauche de dire c'est parce qu'on ne donne pas suffisamment de moyens de différenciation et que si l'on s'en donnait les moyens, on parviendrait à élever les enfants vers le haut de la pyramide. Alors, moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas que cette figure de la pyramide puisse tenir, en particulier dans l'époque qui est la nôtre, compte tenu de cette fragmentation des singularités que j'ai expliquées et des chemins du savoir qui se sont littéralement qui se sont mis en situation de mille petits ruisseaux, en quelque sorte, dans les classes, et que donc les conditions d'accès au savoir ne rentrent pas dans cette figure géométrique de la pyramide entre le bas et le haut. Donc, il y a tout un travail dans la dimension du savoir qu'il faut développer du côté de la différenciation. Alors, ça implique à minima, hein, alors il y a beaucoup de choses, beaucoup de pistes de ce point de vue sur la différenciation, c'est qu'au niveau des conceptions du programme, on ne se contente pas de dire on fabrique un programme et la différenciation, elle relève de la liberté pédagogique de l'enseignant. C'est-à-dire que la différenciation, on la suppose dans le possible, dans ce que va faire l'enseignant par rapport à l'adaptation de ses méthodes. Mais on garde le savoir constitué. Je crois que on en est au stade, c'est qu'au moment même de la formation du savoir, de la construction des programmes, il faut l'accompagner de toute une pensée du travail de la différenciation des accès. Et d'ailleurs, si on est dans cette réflexion de la différenciation des accès et qu'on véritablement
on en fait la gradation, hein. Il y a un certain nombre de, de, d'académismes, de ce que l'on doit savoir, avec lesquels il faudrait revenir en arrière et le réorienter dans d'autres directions, par un réalisme des situations du possible dans un enseignement de masse. Je vous donne une illustration hein, d'un programme que j'ai en tête là, pour vous indiquer qu'on n'est vraiment pas sur ce chemin-là. Il s'agit de la réforme du lycée, je crois qu'on est en 2022 de mémoire, c'est quand même pas très ancien. On prépare le programme du bac, 10 personnes sont réunies. Qui sont ces 10 personnes? Déjà, ça explique tout. Qui a été choisi pour faire ce programme? Vous avez deux profs du lycée, qui ne sont pas choisis parmi n'importe quels enseignants, ils sont choisis parce qu'ils ont été identifiés avec un certain nombre de qualités professionnelles. Donc déjà, on va dire, c'est pas le professeur lambda qui fait référence à ce moment-là. Et puis ensuite, prof de fac, prof de prépa, corps d'inspection. Et donc, inévitablement, là, compte tenu de l'expérience de ces gens-là, ils vont développer un programme avec une référence, avec 4 auteurs qui vont être renouvelés chaque année, un nombre de textes, euh, 24 par année, ce qui était intenable sur le plan pédagogique. Et au bout d'un an ou 2 ans, on a été obligé de corriger parce qu'ils avaient tellement forcé le trait du côté de l'académisme que c'était plus tenable dans les classes. Voilà. Je vous le donne comme illustration d'une conception de l'académisme, tel que ça fonctionne. Alors pour corriger ça, que faire hein, au niveau de la conception des programmes? Déjà, je pense qu'il y a une question qui est celle du temps que l'on se donne. Ce qui est en train de se passer au niveau de la conception des programmes, c'est que vous avez un ministre qui arrive qui fait une réforme. Et tout le monde s'appelle au travail, pendant 1 an et demi, il va falloir produire un programme. C'est le temps politique, ça, qui est désynchronisé par rapport au temps de réflexion nécessaire aux formations pédagogiques, et qui est tout un sujet à part entière. Un ministre, ça tient 500 jours en moyenne sur la Ve République. Donc vous faites évidemment des programmes en 500 jours. Et c'est comme ça que ça se passe, dans cette accélération-là. Si vous voulez avoir une mesure de la différenciation, il faut qu'il y ait une conception du programme qui soit proposée et une expérimentation sur le terrain, et avec des va-et-vient et des corrections sur la différenciation. Théorie pratique, recherche action. Si vous n'avez pas ça, vous avez inévitablement des phénomènes de bulle dans l'académie. Voilà. Ce sont des analyses hein, très concrètes et très pratiques, mais qui expliquent comment la pyramide fonctionne au niveau de la conception des programmes. Si maintenant, au niveau, on fait les va-et-vient, les navettes, mais si autour de la table, vous avez sur 10, 5 professeurs lambda qui ne sont pas les superman et les superwomen de la pédagogie choisis parmi l'élite des professeurs, et qu'il y a un sage qui fait un arbitrage entre les experts en académisme et ceux-là, à ce moment-là, vous avez une régulation par rapport à ce que savent les enseignants de ce qu'ils peuvent faire dans les classes, par rapport, si vous voulez, à ces concepteurs, de ces grands experts du programme, qui permettent des articulations beaucoup plus nouées entre le Conseil supérieur des programmes et le terrain. Mais ça va plus loin que ça. Ça signifie aussi qu'au moment où on fait une proposition de savoir, on ait des articulations avec les niveaux cognitifs, les phases de développement, le, etc., etc. Les milieux sociaux. Voilà. J'aurais presque envie de dire que l'enseignement, que ce soit les mathématiques ou les autres, c'est une traduction d'un certain académisme, c'est vrai, dans des langues étrangères. Traduction. Et si vous n'avez pas une connaissance des langues étrangères, donc des multiplicités, de l'hétérogénéité dont je parlais, il n'y a pas de différenciation dans la construction du programme et du savoir. Les concepteurs de programmes doivent être des traducteurs et non pas ceux qui empilent la pyramide du savoir jusque vers le haut. Ça, c'est du côté de la conception
du programme, hein. Et ensuite, il y a tout un travail qui est à faire sur la différenciation par rapport à des relais en formation continue, avec des va-et-vient, etc., hein. Une autre piste, hein, non négligeable de la différenciation, ça va faire hurler certains aussi, hein. Beaucoup des sujets que j'aborde vont déplaire, hein, aux marins. Vous m'avez choisi comme étant intervenant sur ces questions-là, mais je suis, à moi tout seul, un gros poil à gratter, hein. Je vous en préviens. Parce que je suis. Si vous voulez, il faut quand même aussi dire à ces gens qui ont une conception de la pyramide, hein, que ce soit de gauche ou de droite. Pyramide de gauche qui ne marche pas depuis les années 60, depuis 50 ans, hein. Malgré le discours tenu, il faut plus de moyens, plus de moyens, plus de moyens, mais on n'y arrive pas, de fait. Et sur le discours de droite, ils acceptent une situation inégalitaire de distinction des parcours. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'en procédant comme ça, en France en particulier, avec les formations académiques, la manière dont on a organisé le territoire, les sélections, on a développé les plus grands écarts de résultats entre les milieux sociaux. D'accord? Je répète, les plus grands écarts de résultats en fonction des milieux sociaux. On est les champions du monde. On a juste le Chili derrière nous. Bon, sur 50 pays. Alors ça veut dire quoi sur le plan de la société, ça? Et ça veut dire inévitablement qu'entre la pyramide du haut et la pyramide du bas, il y a des coupures qui se développent. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'une société se divise et se radicalise dans ses rapports à partir du moment où les modalités de transmission ont été clivées. Et donc il faut rappeler à ces gens de droite qu'en supposant qu'ils sont à l'abri avec leurs mérites et leurs distinctions, qu'ils se tirent une balle dans le pied, parce que cette société euh, qui n'est pas, qui n'est pas dans ce rapport au savoir, elle développe ensuite des ressentiments et des répliques. C'est l'image exactement de ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous avez une société qui est divisée politiquement sur le plan des formations culturelles. Les MAGA, l'électorat de Trump, il est corrélé avec des niveaux de formation qui ne dépassent pas, si vous voulez, le baccalauréat à peu près. Et puis, dans les milieux de l'élite américaine, new-yorkaise, la côte ouest, etc., vous avez tous évidemment que des bacs plus 5. Ces gens ne peuvent plus se parler entre eux. Il n'y a plus de communauté. Ils sont quasiment dans une sorte de guerre civile culturelle. Et une société qui ne euh, préserve pas ces régulations d'égalité, eh bien, elle s'expose à ces segmentations de la société, avec évidemment des répliques qui viennent la fracturer, voire avec des phénomènes de violence. Parce que les petits mineurs, là, de 13 ou 14 ans, là, les crevettes qui détruisent les vitrines de magasins à la suite des matchs, etc., je les ai vus, moi, de mes yeux vus, hein, dans des émeutes, ces jeunes-là, hein, au moment des Gilets jaunes, etc. Euh, je les ai observés, hein, physiquement, ces jeunes-là. Ben, il faut dire que quelque part, hein, bien sûr, hein, ça n'est pas acceptable, c'est scandaleux, hein, comme comportement. Mais ça ne s'est pas fait en un seul jour, des attitudes comme ça, hein. Et c'est pas simplement que la responsabilité de la famille. Voilà. C'est-à-dire que de toute façon, si dès l'origine, ils se sentent pas invités dans la pyramide, dans la cathédrale de l'évolution de la société, s'ils ne se sentent pas invités, ben, ils développent des comportements qui sont des comportements de réactivité, de réaction. Quand la communauté s'est divisée, ça, en des camps dominants et dominés, des hégémonies culturelles et des catégories culturelles qui sont inférieures, mais inévitablement, vous avez ensuite des rapports de force qui s'établissent, qui vont jusqu'à la violence. Alors, on vous dira que vous leur trouvez des excuses. Non, je dis que de toute façon, dans la situation au tenté là, dans laquelle on se trouve, on ne peut pas les excuser. Je veux dire, la violence est là. Et je veux dire que c'est de tout.
ça reste le pire par rapport aux relations entre les uns et les autres. Mais ce que je dis, c'est que si la société veut éviter de recréer des maisons de redressement, des exclusions comme ça de groupes de jeunes parce qu'on n'arrive plus à les gérer, il faut qu'elle régule ses rapports éducatifs avec des équilibres, des rapports de proportion et d'équilibre beaucoup plus travaillés, beaucoup plus complets que ce que l'on fait actuellement. Voilà. Les plus grands écarts de résultats au monde, c'est la France qui les a. Ça, il faut le retenir. Et ça, c'est une priorité. Mais Bon. est-ce que, au fond, avec la mondialisation, est-ce qu'il n'y a pas une fuite en avant vers la concurrence généralisée? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas des élites qui se disent finalement, bon, la société, un peu comme disait, je crois que c'était Margaret Thatcher qui disait There is no society, il y a pas de société. Donc c'est un peu le chacun pour soi, et puis le reste, ça ne me concerne pas. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça des élites qui se disent, bon, bah, la société, de toute façon, on n'est pas concerné, c'est chacun pour soi. Alors, c'est une question qui nous sort un peu du cadre de l'école, hein. Hmm. Si vous voulez, ce que ça signifie, ça, le phénomène de l'individualisation, qui est réel, hein, qui fait que finalement, euh, ton problème est ton problème et ça ne me regarde pas. Et qu'on remarque, j'ai l'impression même avec la question, le consentement à l'impôt, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y en a qui préféreraient ne pas payer d'impôt quelque part, qui ne se Et sentent pas concernés. qui se sentent pas concernés par la société. Hmm. Parce que alors ils sont dans ce plus de jouir même, hein, et ce plus de jouir que j'ai expliqué pour l'enfance, qui touche évidemment les adultes, qui fait que d'une certaine façon, ce qui compte, c'est la satisfaction que je vais me donner par rapport à une plus-value d'argent dont je dispose. Donc, fric consommation. Et ce rapport de fric-consommation, évidemment, trace des lignes d'individualisation, d'égocentrisme même, qui fait qu'il y a quelque chose de la communauté qui se défait. Mais ça va plus loin que ça. Il y a d'autres raisons. Ce qui se passe, c'est que, mais ça élargit le sujet, hein. On sort des questions de l'école. Bon, vous allez avoir des statisticiens, des sondeurs, des journalistes, des experts, des sociologues même, qui vont vous démontrer que les Français sont impliqués sur le plan, sur le plan politique. Alors oui, d'abord, c'est pas toujours vrai quand on regarde les phénomènes d'abstention, hein, sur un certain nombre d'élections. Il faut quand même regarder cette, euh, cette masse silencieuse dans vis-à-vis de la représentation et des votes. Mais ce qui se passe, surtout à mon avis, c'est que les gens ne croient plus aux politiques. Alors il y a ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, qui est une véritable calamité, quoi. Donc certes, on a ces images, mais ça va, là encore, ça va au-delà. On est dans un système où ce qui domine le monde, c'est l'économie. Et on se retrouve dans une situation, l'économie politique. Et on se retrouve dans une situation où les rapports possibles sur le plan économique sont tellement saturés, financiers, sur le plan des équilibres à tenir, etc., qu'il y a extrêmement peu de marge de manœuvre par rapport aux déterminants économiques. Et à côté de cela, vous avez une classe de politique qui, qui, euh, qui est porteuse de finalités euh, au service de la communauté, donc des hommes, et qui formule des promesses. Donc les démocraties avancent par promesses non tenues sur une économie qui, elle, sature tous les rapports. Et donc vous avez un hiatus entre la dimension politique et la dimension économique, inéquivoque. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de là, les gens ne voyant pas des représentations qui leur permettent d'avoir des orientations collectives sur le plan politique, ben, se replient sur la sphère la plus petite qui est la leur, sur laquelle ils peuvent intervenir et conduire leur vie. Donc c'est aussi une des explications l'individualisme dans lequel nous nous trouvons et qui renvoie à une crise de la démocratie par rapport à l'évolution des formes du capitalisme. Voilà, je pense, Omar,
que si je fais un peu une synthèse d'étape là par rapport à ce que nous avons dit, vous m'aviez imposé un problème de la crise du niveau, de la baisse du niveau, que j'ai expliqué non pas par des raisons institutionnelles ou des motifs qui seraient internes au fonctionnement de l'éducation, mais que j'ai expliqué à partir d'un environnement global, du monde dans lequel nous étions, où j'ai expliqué que ce monde global portait atteinte aux conditions de possibilité même de la transmission et occasionnait une crise de l'autorité hein, par la notion de ce que j'ai appelé le plus de jouir, qui venait se substituer à la dissymétrie du rapport d'autorité et du rapport au savoir, plutôt l'objet en toc que les mathématiques, plutôt les baskets aujourd'hui, ici et maintenant, que de respecter le professeur, hein, pour le dire dans une formule. À partir de là, si c'est le diagnostic de quelque chose qui est en train de dévisser sur le plan des niveaux, pas seulement en France, mais dans 9 pays sur 10 qui sont dans ces logiques économiques, eh bien à ce moment-là, il faut trouver des réponses adaptées par rapport à ce diagnostic. Alors, une des réponses, c'est l'autoritarisme brut, dont j'ai expliqué les limites et les insuffisances. C'est la réponse de l'ancienne recette, sauf que l'époque a changé et qu'il faut retrouver des considérations de l'autorité qui soient adaptées à l'époque qui est en train de se faire. Et pour ces réponses-là, c'est ce que j'ai appelé la force, qui est un archaïsme de l'autorité, la présence des corps, la proximité, la zone proximale de développement, c'est-à-dire l'intervalle qui permet d'intervenir sur des élèves désassortis de par leur hétérogénéité et leur singularité, et un rapport au savoir qui est véritablement construit, non pas selon la figure de la pyramide, mais par une différenciation qui assume sa stratification. Voilà en conclusion, si vous voulez, la synthèse entre mon diagnostic et mes réponses. Bah, c'est une belle synthèse. Je vous remercie. Et puis, bon, bah, on se retrouve, je pense, Et- demain pour une nouvelle interview. Et D'accord. voilà, bah, je pense bon, on va s'arrêter là. Et puis, à demain. Allez, à demain.